Nous poursuivons cet après-midi, malgré le soleil, avec comme deuxième clé de la réussite, faut-il industrialiser la production de soins, avec Philippe Durand, Pierre Dehaas, Monique Romont, Sylvie François. Le modérateur sera Thomas London. Venez vous asseoir. Bonjour à vous. Ravi que vous soyez là. Voilà. Monique, vous êtes là. Ou là. Voilà. Voilà. Et nous allons pouvoir envoyer la vidéo. Il est 21h au cabinet du docteur Jean-Michel Desbordés. Toute la journée, le médecin généraliste a vu défiler les patients. Ce matin, il a diagnostiqué une méningite bactérienne chez une petite fille de 7 ans à qui il a sans doute sauvé la vie. Mais pour l'heure, après un peu de paperasse, c'est le moment pour lui de passer un coup de balai. Car, comme plus d'un médecin généraliste sur 10, le docteur Desbordés fait lui-même le ménage dans son cabinet. 9 années d'études et 10 années de pratique de la médecine et passer soi-même la serpillière avant de partir? On peut être un bon médecin et un piètre gestionnaire. Une conception de la production des soins à l'image de la formation des professionnels de santé. On quitte la fac de médecine en connaissant les symptômes de maladies les plus rares et les plus graves, mais en trouvant insurmontable d'embaucher une femme de ménage ou une secrétaire. Enfermé dans une logique de recettes-dépenses, le médecin ne pense pas investissement comme le reste de la société. Les 2/3 d'entre eux, par exemple, ne prennent pas la carte bleue. Et ne parlons pas des systèmes de partage d'informations sous-utilisés. Quel cabinet médical est capable d'établir la liste des patients à jour de leur vaccin? Industrialiser la production des soins. La formule fait froncer les sourcils, le spectre du robot n'est pas loin. Or pourtant, c'est le meilleur moyen de promouvoir une organisation efficace de la prise en charge des malades par des acteurs concentrés sur leur métier premier. Il faudrait mieux embaucher, dit-on, dans des hôpitaux à feu et à sang, en oubliant que le nombre de médecins hospitaliers publics a triplé en 30 ans sans rien arranger. Il y a de plus en plus d'infirmières et tout le monde râle et se plaint. À l'hôpital comme à la ville, l'industrialisation des soins serait sans doute mieux accueillie si elle était envisagée comme au service d'une nécessité ultime, mettant médecins et patients d'accord. Dégager du temps de soins pour les soignants. Bon, voilà qui pose le débat. Bonjour à tous. Je suis ravi d'animer le débat qui va nous occuper pour les 45 prochaines minutes. Comme le film met un petit peu le doigt dessus, pour de nombreux secteurs économiques, le passage à des logiques industrielles a permis d'améliorer la productivité, c'est-à-dire à la fois d'améliorer les coûts et les ressources qu'on a besoin d'investir dans un processus donné pour produire un résultat, mais aussi, et je pense qu'on va y revenir assez longuement, d'améliorer la qualité et le résultat qu'on obtient à ressources données. Une étude d'il y a quelques années anglaise situait le niveau de risque de mourir à l'hôpital pour une raison autre que celle pour laquelle on y est arrivé entre le saut à l'élastique et l'escalade sans corde d'assurage. Et en particulier pour des raisons de variabilité. Donc on voit bien que ces notions de productivité, d'industrialisation et de réduction de la variabilité se posent. Alors, pour lancer le débat, je vais me tourner vers Philippe. Cette notion d'industrialisation de la production, est-ce qu'elle s'applique à la production de soins ou est-ce qu'elle doit s'appliquer à la production de soins? Alors sur les principes, moi j'en suis convaincu. Comme tu l'as dit en introduction, ces principes d'industrialisation, d'organisation, c'est ceux qui ont conduit à la rationalisation et à la productivité de quasiment aujourd'hui toutes les autres industries au monde. Donc pourquoi pas la santé? Alors pourquoi pas la santé? Bien parce que c'est quand même plus complexe. Donc sur le principe, bien sûr oui. Maintenant, on est dans la vallée de l'Arve, un petit exemple industriel. Cette vallée est très riche en industrie métallique, notamment, de construction métallique. Voilà, vous avez des feuilles de métal qui arrivent dans une usine, elles sont découpées, elles sont embouties, transformées, et ensuite
arrive un produit fini et on expédie tout ça à son client, tout ça sous la direction d'un directeur d'usine. Dans la santé, on fait des diagnostics, des millions de diagnostics, des millions d'actes de traitement, des millions d'actes de suivi, puis on renvoie le patient à domicile. Tout ça sans une gouvernance très claire de ce parcours patient. Et on voit tout de suite les deux points de différence entre une industrie pure et dure et notre secteur d'activité. Le premier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de chef sur ce parcours patient. Le deuxième, eh bien, c'est qu'on ne traite pas des pièces de métal et que donc il y a des interactions humaines entre chaque étape du parcours du patient, et pourtant c'est bien ce parcours entier qui donne un résultat. Et les étapes, c'est entre mon diagnostic et mon traitement, par exemple, j'ai rencontré ma belle-mère, mon copain, j'ai lu Internet qui me dit que finalement, ce que le diagnostic qu'on m'a donné, puis le traitement qu'on m'a proposé, je vais le challenger, etc. Pour ne prendre que cet exemple-là, parce qu'il n'y a pas de nomenclature, comme dans certaines industries, et donc, s'agissant d'humains, ça laisse libre cours à l'imagination de chacun. Donc, un des points, c'est qu'on est sur un processus qui est très complexe, à la fois sur finalement les actes qu'il embarque, et puis aussi sur les acteurs. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer cette notion d'industrialisation? Au contraire, à plus d'un titre, finalement, on devrait être à plein dedans. Moi, je voudrais donner un exemple, parce que vous avez parlé de ce terme. Alors, industrialisation, ça fait peur quand on parle de médecine, mais d'organisation. Nous, on avait eu la problématique, je vis dans le Nord, qui est une région où il y a 20% de la population qui est obèse, et il y a une douzaine d'années, il n'y avait aucune offre visible pour les patients. Il n'existait rien pour les patients obèses, en dehors déjà de la chirurgie. Donc, aucun accès aux soins. Donc, notre objectif, ça a été justement d'essayer de développer un accès aux soins pour les patients. Donc, c'était il y a une dizaine d'années. Et on s'est constitué, le premier élément, on s'est constitué un groupe de professionnels de la région. Et on a réfléchi à ce qu'il fallait. Et à partir de ça, effectivement, on a mis en place une organisation. Une organisation qui était basée sur 3 niveaux. Vous avez dit, il faut un chef. Nous, il n'y avait pas de chef parce que c'était une co-construction. Mais il y avait une coordination qui s'assurait de l'évaluation, également qui établissait un cahier des charges. Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner un patient obèse, et qui rémunérait également les intervenants qui faisaient de l'éducation selon le cahier des charges. Donc une organisation centrale, et ensuite c'était basé sur les territoires. Au niveau de chaque territoire de la région, il y avait un centre spécialisé. Et ensuite, ce centre spécialisé travaillait avec la proximité pour justement mettre en place l'éducation. Donc il y avait cette organisation, et puis il y avait des exigences de qualité sous forme d'un cahier des charges qui avait été rédigé par l'ensemble des acteurs, et puis une rémunération suivant cette qualité. Et aussi, ce que faisait la coordination, c'était des formations où tout le monde se rassemblait. Voilà, c'était un exemple d'industrialisation, bien qu'on n'appelait pas ça comme ça. D'autres exemples, petite Pierre, en médecine de ville, le petit film démarrait là-dessus. C'est difficile de lui ajouter quelque chose, tellement il était clair, limite caricatural. Oui, bien sûr qu'il y a des tas de pans industrialisés, même dans la production des soins primaires aujourd'hui. On peut prendre plusieurs exemples. Si l'industrialisation est bien entendu, comme vous le disiez, sur un aspect de la rationalisation et non pas de la mécanisation. J'ai bien entendu ce matin, on disait qu'il y avait besoin de beaucoup de bon sens, et on comparait ce matin l'exercice des soins à la cuisine. Il y a quelque chose qui est vraiment de ce type-là. N'empêche que dans les entreprises aussi, ça se passe comme ça. Mintzberg rappelait que les cadres changeaient d'activité toutes les 7 minutes, et c'est à peu près la même chose pour un médecin traitant, qui toutes les 7 minutes change d'activité, même si sa consultation dure 15 minutes en moyenne en France, il change d'activité. Donc il y a des tas de choses sur le mode de fonctionnement du médecin qu'on pourrait très bien industrialiser, entre guillemets. J'ai des tas d'exemples. Le premier, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le système d'information. On est sur des structures aujourd'hui en France, n'importe quelle société de service passe entre 10 à 15% de son chiffre d'affaires sur son système d'information. Aujourd'hui, dans les soins primaires, un médecin passe moins de 1% de ses dépenses, enfin son chiffre d'affaires, sur les systèmes d'information. Donc on voit qu'on a un gap très profond sur ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et on le sait, les contrôles techniques automobiles ou les vétérinaires relancent plus leurs clients que les médecins ne le font, ne serait-ce que pour un rappel de vaccin. Donc il y a des pans de toute cette activité qui gagneraient énormément en qualité si tant est qu'on avait les moyens de mettre en place cette efficience. Un autre exemple classique, c'est celui des protocoles.
Aujourd'hui, je suis médecin généraliste, je soigne un patient qui en est à 6 semaines d'arrêt sur une lombalgie qui commence à devenir chronique. Si jamais je lui donne un message qui est contredit par le kiné ou que le pharmacien ne lui donne pas le ceinture lombaire que je prescris, il n'y a pas de sérieux. Et on sait qu'on part sur des histoires pendables. Par contre, si on travaille ensemble en coordination sur des processus ou des protocoles qui sont établis ensemble et qu'on peut consulter ce patient ensemble, on sait qu'on va améliorer très nettement la qualité de ce patient. Des exemples comme ça, il y en a énormément. Moi, je crois que l'industrialisation serait très, très profitable si tant est qu'à chaque fois soit bien inscrit en haut pour la qualité des soins. Et souvent, ce qu'on entend quand on commence à parler d'industrialisation des soins, cette tendance à opposer ça au concept de personnalisation, en se disant finalement le soin il doit être personnalisé, il doit être adapté à chaque patient. Est-ce qu'il y a effectivement une contradiction ou est-ce qu'au contraire on peut imaginer de faire les deux? Alors je vais vous parler de la Poste et pas de la médecine, hein, donc, puisque c'est là que nous transformons une très très grande entreprise. Donc la Poste, c'est 260 000 salariés, c'est 11,8 milliards plis ou colis distribués par année, près de 12 milliards d'opérations à faire chaque année. C'est beaucoup d'autres choses, de la banque et d'autres, mais je vais me concentrer sur cela. Et c'est un service qui est parti il y a très longtemps, du temps de Louis XI, sur une base très individuelle, la relation individuelle. Et au fil des années, quand on a 12 milliards à distribuer, on a évidemment industrialisé. Et on va le rester industriel. On ne peut pas s'en tirer autrement. C'est indispensable pour réussir à ce que tout soit comme une lettre à la poste. Mais comme nous avons besoin de nous réinventer, puisque nous sommes touchés par le numérique et par la baisse des courriers envoyés par la poste, nous sommes repartis de ce qui fait notre valeur, notre histoire, c'est-à-dire la relation humaine de proximité et le service rendu au client. Et nous combinons donc maintenant industrialisation, process industriel et relations individuelles. Et si je vous prends un exemple, nous demandons aux facteurs, dans le cadre de leur tournée, pour tous les clients qu'ils souhaiteraient, de participer à une opération de veille des seniors à domicile, qui s'appelle « Veiller sur mes parents », et qui consiste à passer, selon un cadre un peu normé, mais pas trop, donc dans un cadre industriel, mais dans une relation individualisée, à domicile, pour être attentif à la situation de la personne sur laquelle on veille de cette manière-là, et prévenir les parents ou les services sociaux ou les collectivités locales qui souhaitent avoir ce service-là. Et on pense donc, pour répondre à votre question, que industrialisation et relations individuelles, relations de service et qualité de cette relation, non seulement ne sont pas incompatibles, mais se relaient absolument. Alors, il y a beaucoup de conditions pour y arriver. Oui. Je peux prendre quelques minutes pour en parler ? Allez-y. Voilà. Pour y arriver, ce n'est pas facile, parce que ça suppose un changement aussi de la façon dont les facteurs travaillent. Ça suppose un changement de nos méthodes d'organisation, de nos normes, pour laisser la place. Ça suppose de gérer un changement aussi culturel, de formation, de compétences aussi. Ça suppose d'équiper. Donc on a bâti des programmes de formation lourds, y compris avec des médecins, avec des psychologues, spécialistes de la gérontologie, pour être capable non pas de faire de la médecine, non pas de faire du suivi social, ce n'est pas notre job, mais d'être capable de repérer un certain nombre de signes et de faire de la veille à partir de cela. Donc formation, équipement, et ici vous allez sans doute tous penser qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à l'équipement ou à la formation autour de l'équipement. C'est peut-être vrai, je ne me prononcerai pas. Mais quand on s'avise de mêler industriel et services individuels s'appuyant sur le numérique, on s'aperçoit facilement que tout le monde ne maîtrise pas
l'utilisation du numérique. Alors, chez nous, c'était encore plus vrai, puisque 50% des postiers n'ont pas d'ordinateur, y compris parfois chez eux. Donc, on a équipé et on a formé. Et puis, j'entendais ce matin parler d'évaluation, évaluation par les clients. Nous sommes passés de la seule suivi de la qualité des process. La qualité des process, c'est par exemple vérifier que la lettre est bien distribuée, comme on le dit en J+1. Et donc, on suit le statistique et on en est à 95-96%. Qualité des process. Ce n'est pas pour ça qu'un client est forcément satisfait. Et donc, nous sommes passés aussi, tout en gardant cela, nous sommes passés à ce que dans les entreprises, on appelle aussi le Net Promoter Score, c'est-à-dire demander au client ce qu'il pense du service qui a été rendu et s'il recommanderait ce service. Et nous avons construit aussi, avec les facteurs, comment est-ce qu'on évaluait la qualité du service qu'il rendait. Alors, on a commencé en fait à lister un certain nombre d'ingrédients potentiels à cette industrialisation. Si on se repenche maintenant sur le domaine de la santé, ce serait quoi, selon vous, les ingrédients essentiels à réunir pour réussir? C'est presque les mêmes. On a parlé de formation, c'est important. La formation, c'est important. C'est aussi, effectivement, l'organisation, que chacun sache quel est son rôle dans l'organisation et que ça corresponde à ce qu'il veut faire et à sa vision. Donc, ça nécessite effectivement une co-construction. Et puis aussi une reconnaissance, et puis effectivement une reconnaissance financière aussi. On a parlé pas mal d'évaluation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous en avez parlé là. Concrètement, en santé, est-ce qu'on dispose aujourd'hui des moyens et des outils de faire cette évaluation systématique ou pas? Et est-ce qu'il faudrait aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui? Alors, pas toujours, et il faut indéniablement aller plus loin. C'est un des avantages essentiels de cette industrialisation. Alors, avec les bémols qu'on a tous mentionnés. On a parlé de l'analyse des résultats ce matin, c'est indéniablement ce vers quoi il faut aller, c'est ce que le patient attend, il faut le mesurer et lui faire mesurer lui-même. On commence à avoir des expériences très intéressantes avec des outils digitaux qui permettent aux patients, à son retour à domicile, de continuer à communiquer avec son équipe traitante pour dire voilà, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai des frissons, et pour pouvoir appeler à l'aide si besoin. C'est très très apprécié par le patient. Donc oui, il y a des outils qu'on peut mettre en œuvre. C'est aussi beaucoup de formation, comme vous le disiez tout à l'heure, autour de cahiers des charges. Je crois que c'est dans les têtes que ça se passe. Pour qu'ensuite ça puisse se passer dans les actes. Nous, on a établi des cahiers des charges de récupération rapide pour les patients qui commencent au moment du diagnostic et qui se terminent dans leur suivi à domicile. Ça a beaucoup à voir avec l'engagement des équipes autour de ce cahier des charges. Et avec quel impact à la fois sur les résultats et puis sur comment les gens, le personnel le perçoit? Alors, des impacts extrêmement positifs, et là on en revient aussi au sujet de la personnalisation. Aujourd'hui, dans certains établissements, on fait par exemple des opérations d'ablation partielle du côlon avec un retour à domicile le jour J ou J+1, et un suivi avec cet outil digital à domicile. J'ai rencontré dernièrement les infirmières en charge de ce programme. Elles sont ravies, et les patients aussi, parce que ça leur dégage du temps, justement, pour pouvoir appeler les patients, se concentrer sur d'autres patients qui, eux, sont restés dans la clinique parce qu'ils étaient plus complexes et ils avaient besoin d'un suivi plus poussé parce que n'accédant pas à la technologie ou autre. Et ça, c'est extrêmement important. Et les patients sont évidemment ravis aussi parce qu'ils ont ce contact en permanence. Ils se savent capables de rentrer à domicile. C'est d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, beaucoup moins anxiogène que de rester à l'hôpital. Donc ils s'en sentent capables parce qu'ils ont été préparés, parce qu'on leur a fait partager ce cahier des charges de récupération rapide avec toutes les équipes. Donc les équipes sont formées, sont engagées à ce cahier des charges de récupération rapide, le patient aussi, parce qu'il est devenu acteur. On a fait jusqu'à des écoles de patients pour les former. Et donc ce n'est pas du tout incompatible avec la personnalisation, bien au contraire. D'accord. Pierre, peut-être, et en médecine de ville, ce serait quoi les ingrédients du coup? En médecine de ville, dans les soins primaires, les outils, on commence à les avoir, parce que ça fait quelques années qu'on travaille pour les améliorer. On a amélioré le cahier des charges de ce type d'outils. Mais effectivement, là aussi, c'est la formation qui pêche, puisqu'aujourd'hui, c'était bien expliqué tout à l'heure, vous sortez de faculté de médecine, vous êtes à bac +9, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un indicateur,
il y a un suivi d'une pathologie dans le temps. La formation des médecins est dans l'instantané. Monsieur London, je vais vous soigner. Et une fois que vous êtes parti, vous avez passé à la porte. Je vais dire, bon, ce sera peut-être mon problème, mais à la limite, ce n'est plus vraiment le mien, c'est le vôtre. Et je ne suis pas dans la continuité. Et donc, si vous voyez, par exemple, un étudiant qui va voir plusieurs conjonctivites dans la matinée, à aucun moment il se pose la question de la territorialité ou de la problématique qui est en amont. Parce que cette formation n'existe pas ni sur les indicateurs, ni sur la territorialité. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de formation qui est monumentale. Et par contre, on a pris un retard sur certaines cliniques, comme vous l'expliquez, parce qu'aujourd'hui, dans la production de soins primaires, on voit effectivement des gens qui sont à des niveaux de formation et qui utilisent leur temps à des choses qui n'ont pas de plus-value et qui pourraient être déléguées. Ça, c'est certain. Et pas que pour les médecins, que ce soit les indicateurs. Pour ça, c'est la réalité de beaucoup de métiers. Aujourd'hui, il faut tout de même savoir qu'une grande partie des infirmières qui sont tout de même à un niveau d'études qui est conséquent font des soins de nursing en France. Quoi. Et tout ça basé sur des systèmes de rémunération qui datent tout de même du XXe siècle et qui seraient nettement approprié de revoir au plus vite pour réorienter les professionnels de santé sur des activités qui auraient une plus-value économique, sur des choses qui apporteraient plus de choses en termes de qualité auprès des patients. Je voudrais juste rebondir, si vous me permettez, sur ce point-là, parce que il se trouve que je travaille pour une entreprise suédoise et nous gérons en Suède plus d'une centaine de centres de soins primaires. Et on vient de lancer une solution de consultation en ligne, parce que c'est autorisé en Suède, pour quelque part désengorger et faciliter l'accès à nos centres de santé. On est sur les premières centaines de patients, restons extrêmement modestes et prudents avec les chiffres, mais on a 90% des consultations physiques qui sont éliminées par... donc c'est juste ce chiffre clé, 90% des gens qui auraient dû venir nous rendre une visite physique n'ont pas eu à se déplacer avec tous les éléments de sécurité, de développement durable, etc. Voilà. Juste pour souligner, voilà, le niveau de productivité, les gisements de productivité qu'on peut avoir et de qualité et d'intérêt pour le praticien. Alors moi, je voudrais insister aussi sur un point. Vous avez parlé du patient-acteur. Effectivement, dans l'industrialisation, le patient, ce n'est pas un produit, c'est un acteur et il va être un acteur à former, mais aussi un acteur formateur. Je pense que les patients peuvent être acteurs également de la formation des médecins. On apprend beaucoup des patients et je pense qu'ils ont ce rôle-là aussi. On est tous sur le même plan dans ce processus commun. Et d'autant plus qu'ils ont de plus en plus la tendance à aller s'informer et à être proactifs dans la gestion de leur pathologie. Donc puis, de plus en plus, ils ont cette tendance. Et puis ils vont témoigner de leur vécu. Nous, on a fait des formations où c'était finalement les patients qui formaient les médecins. Mais donc, vous avez beaucoup insisté sur cette notion de mentalité, de culture, de formation, etc. Comme si finalement les outils, les protocoles étaient plus un sujet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça reste quand même un sujet? Est-ce qu'il reste des choses à développer? Moi, je ne me prononcerai pas encore une fois sur la santé, bien sûr. Mais les outils sont quand même un sujet. Parce que quand on industrialise ou quand on développe des services individuels en utilisant tout ce que le numérique peut faire, il faut à tout prix veiller à ce que ça soit simple. Et simple pour l'utilisateur, donc forcément pour le médecin, simple pour le patient, j'imagine, et simple pour nous, hein, là-dessus, et simple pour le client. Or, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel du tout. Quand vous prenez tel quel des produits, ou quand vous les concevez, ou quand des technologues les conçoivent, ce n'est pas simple d'emblée. Donc il y a besoin de réfléchir à cela et de construire et d'interagir pour le faire. La deuxième réflexion que je vais vous faire en vous entendant, c'est que j'entendais parler de non-réflexion sur un ensemble de patients qui viennent et qui ont les mêmes pathologies. Et je me disais, mais il existe en France une très grande base de données, que sans doute vous connaissez, que nous gérons, qui est une base de données gérée par une de nos filiales qui s'appelle DocaPost et qui gère les données de santé pharmaceutiques de 45 millions de nos concitoyens en France. C'est nous qui la gérons. Et je me dis que je sais quelles sont les utilisations de cette base de données là-dessus. Elle est bien là-dessus. Mais je ne suis pas sûre qu'on en ait tiré toutes les utilisations possibles dans les territoires. Au-delà de l'utilisation
très globale ou de l'utilisation en face à face entre le pharmacien et le patient qui vient le voir. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on continue à se poser la question? Faut-il industrialiser la production de soins? Je pense que l'automobile ne se poserait pas la question. Faut-il industrialiser la production automobile? Donc, parce que ce que vous dites, c'est que c'est une obligation, enfin, c'est indispensable de le faire. Pourquoi est-ce qu'on continue à se poser la question aujourd'hui, en 2017? Et quelles sont les barrières qui font qu'on n'est pas allé plus vite? Parce que c'est déjà pas dans notre culture. Le soin, la médecine, c'était les médecins d'un côté, les patients de l'autre, c'était l'hôpital, la ville. Et tout ça, ça fonctionne encore dans des silos. Même si les barrières commencent à s'ouvrir, on a beaucoup de barrières qui empêchent, parce que finalement, cette industrialisation, elle concerne tout le monde. Et il faudrait faire sauter les barrières. Quand vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être des barrières, mais enfin, il y a une organisation commune. Là, non, on a 50 organisations. On a la prévention, le soin, des financements différents. Tout est différent, donc c'est très difficile. Et en plus, les médecins n'ont pas été formatés pour travailler avec les autres. Et donc, ça va changer, mais ça change lentement. Oui, c'est pour ça que nous, le choix a été très clair de commencer par les hommes et les organisations. Il faut acculturer. Je crois qu'on ne se pose plus la question industrialisation ou pas. Le mot peut choquer, on peut en discuter sur la définition. Je crois qu'aujourd'hui, la grande majorité des parties prenantes est convaincue que c'est la bonne tendance. Par contre, c'est surtout sur le comment qu'on s'interroge les uns les autres, et c'est là que les comparaisons avec d'autres secteurs d'activité sont extrêmement pertinents, parce qu'on a évidemment tendance à être consanguin dans notre secteur d'activité. Moi, j'y suis tombé il y a 15 ans et je me rends compte qu'en effet, je commence à rentrer dans la consanguinité. Mais c'est extrêmement important d'acculturer les hommes, de créer, je suis d'accord avec vous, ces cahiers des charges pluridisciplinaires autour du patient. Quand je disais le chef, je parlais de le chef dans l'industrie, chef d'atelier, mais moi je pense que le chef chez nous, ça doit être le patient, parce que c'est pour lui qu'on travaille et c'est lui qui doit évaluer en effet in fine la valeur du service qu'on a conduit. Et là aussi, je pense qu'il y a plein de secteurs qui sont bien plus en avance et dans lesquels on peut s'inspirer. Donc les hommes acculturés, les organisations mises petit à petit en adéquation, sur lesquels on obtient l'engagement des hommes et des femmes, voilà, par beaucoup de formations. Il y a des descriptifs de fonctions qui changent radicalement. Et ensuite, en effet, dès qu'on peut, les outils, une fois que les hommes et les organisations sont cadrés, là, on est en train, et avec l'aide du digital notamment, sur ce suivi des patients et son implication avant traitement, pendant et après, on va pouvoir maintenant décoller, je pense, un peu plus rapidement sur ces sujets d'efficacité. Il faut donner les clés du camion au patient. Oui, mais il attend que ça. Et il ne faut pas qu'on en ait peur. Ce matin, Grégory disait on ne doit pas avoir peur d'analyser les résultats, de le regarder, parce que c'est comme ça qu'on s'améliorera. Je souscris à 100% à cette affirmation. Eh bien, à 100%, je dis la même chose pour le patient. On ne doit pas avoir peur du patient, au contraire. Au contraire. Je crois que dans les barrières, il y a bien entendu ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un frein au changement, qui est un changement organisationnel important face à des professionnels qui sont dans un équilibre économique en fonction de leurs recettes et de leurs dépenses, comme on l'a vu dans le film. Et l'investissement ou la modification du mode de fonctionnement ne peut pas les met en risque. Et donc, comme ils n'ont pas obligatoirement de garde-fou sur cette histoire-là, mais je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai demain. Donc ça, c'est un des éléments essentiels. Et toute l'imagerie qui va autour, aujourd'hui, vous allumez un poste de télé, vous regardez un média, quand on vous parle d'une infirmière, d'un médecin, c'est en général dans sa voiture. Donc c'est-à-dire qu'on montre des images du XXe siècle, au lieu de vous montrer quelqu'un de jeune, plutôt une femme d'ailleurs, et qui est devant un système d'information en train de produire de la donnée autour de sa patientèle. Oui. Donc cette imagerie aussi fait qu'on a beaucoup de mal à avancer sur le changement. Puis l'autre barrière aujourd'hui, c'est que sur le plan économique, ce n'est pas un secteur, celui de l'industrialisation des soins primaires, qui est aidé. Je peux vous donner quelques exemples. On a mis depuis ces dernières années quelques centaines de millions d'euros sur des maisons de santé. On les a mis sur des murs. Tant mieux pour certains constructeurs, tant mieux pour certaines municipalités et leurs administrés, tant mieux pour certains professionnels de santé qui ont tiré des loyers plus bas. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'organisation, vraiment, si vous voulez, d'industrialisation du système? Pas grand-chose. On va remettre, la ministre a annoncé 500 millions d'euros à nouveau. J'ose espérer
que ces 500 millions d'euros vont être utilisés de manière plus intelligente. Par exemple, nous avons eu la chance que j'ai une société qui effectivement gère ça et on n'est pas plus de 2 en France, peut-être 3 la semaine prochaine, tellement ce secteur est effectivement complexe. On a bénéficié d'un appel à l'innovation qui nous a permis de démarrer, et ce qui a été lancé par NARS. Pourquoi on a fait beaucoup d'appels à l'innovation sur les 16-2i ces dernières années? Pourquoi tout à coup on ne se dit pas, là il y a un élément essentiel demain, qui est l'organisation des soins primaires, l'industrialisation, la modernisation et vers la qualité. On fait un cahier des charges et on fait un appel à l'innovation. Un des gros soucis qu'on a dans ce secteur-là aussi, c'est qu'on est face à des libéraux et qu'à partir du moment où vous allez les aider, vous êtes bien entendu sur une TVA à 20%. Ça veut dire que si vous leur embauchez à leur place la moindre secrétaire, c'est aussi cher que chez Manpower. Donc vous voyez que je dis Manpower ou une autre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des réflexions en termes économiques sur cet élément-là, parce que les professionnels de santé comprennent que pour acheter des prestations de ce type-là, si vous voulez, ça va devenir assez compliqué. On peut imaginer si vous voulez, aussi des systèmes de délégation, pourquoi pas, ce ne sera pas délégation de service public, parce qu'on n'est pas sur du service public, mais des véritables délégations de l'État sur l'accompagnement de ces équipes. Et après, il faut un message politique fort, ce qui s'est passé aux États-Unis à un moment donné. Le jour où nous aurons quelqu'un qui nous dira ça suffit, la médecine du XXIe siècle, ça ne s'exerce plus comme ça quand même. Il va falloir peut-être que vous fassiez autrement et qu'on mette un cahier des charges, qui a commencé avec le fameux accord cadre interconventionnel, l'accord conventionnel interconventionnel, sur lequel on vient de mettre 26 millions d'euros. Ce qui est vraiment quelque chose, si vous voulez, c'est une goutte d'eau. Alors, ce n'est pas une goutte d'eau en absolu, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'organisation du système. Donc, je pense que du côté politique, il n'y a pas assez, si vous voulez, de culot sur cette histoire-là. Il n'y a pas assez d'engagement. Et qu'il va falloir quelque chose de beaucoup plus fort si on veut faire bouger tout cet univers-là, qui est un univers qui, aujourd'hui, est plutôt à l'équilibre économique et qui prendra un risque terrible en essayant de changer. Il va falloir soutenir cet effort. Je partage encore une fois complètement ce point de vue et je crois qu'il faut vraiment que le débat s'ouvre sur les soins primaires, comme vous le disiez justement. Si c'est pour mettre encore de l'argent pour répliquer à l'identique ou pseudo-identique, même s'il y a un regroupement de praticiens pour faire la même chose, c'est une avancée. Mais par rapport, encore une fois, à ce que je vois tout à l'heure sur la consultation en ligne, il faut vraiment ouvrir ce débat-là. Il y a des pays qui le font. Pourquoi pas nous, quoi? Et il y a quand même... moi, je n'arrive pas, par exemple, à joindre en ligne, au téléphone, mon médecin généraliste. Parce qu'elle est débordée. Si on prend on marche sur la tête. Si on prend l'exemple suédois, qu'est-ce qui a fait que... en médecine de ville, on se lance... La médecine de ville suédoise est beaucoup organisée sur des centres de santé, des centres de soins primaires. Donc ça, c'est une étape qu'ils avaient déjà faite. Voilà. Il faut savoir que le nombre de consultations par praticien est très inférieur, mais très très inférieur au nombre de consultations d'un praticien généraliste en France. C'est un rapport... je vous laisserai faire le rapport, mais ils font en moyenne 12 à 13 visites par jour. Donc, vous voyez, je laisse chacun faire le rapport parce que... Et voilà. Et donc il y a un problème d'accessibilité. De toute façon, d'une manière générale, dans le système suédois, très très bon niveau d'output et de résultats, mais un petit souci quand même d'accessibilité en sens que il y a un léger manque de capacité, donc quelques files d'attente encore. Et c'est vrai pour les soins primaires comme pour le soin aigu. Donc il y a une réflexion permanente des autorités régionales qui sont en charge de ce sujet pour voir quelles alternatives mettre en œuvre pour être plus efficace sans augmenter indéfiniment les fonds. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont commencé à autoriser ces consultations en ligne. Enfin, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui d'un cabinet de généralistes anglais. Donc une dizaine de généralistes qui, de lui-même, a investi dans une plateforme Internet de manière à limiter les consultations physiques, faire du renouvellement d'ordonnances en ligne, donner de l'information médicale en ligne, etc. Et sur une logique de dire, voilà, ça nous a permis de réduire de 30 ou 40% les passages physiques chez nous. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'on en revient à la question des incitatifs. Ils ont un modèle en grande partie à la capitation. Et donc, ils ont un vrai intérêt économique direct à aller chercher ces gains d'efficacité. Est-ce qu'il faudrait en aller jusque-là? Aujourd'hui, ça commence en France, puisque pour
Alors, uniquement pour les médecins, pas pour les pharmaciens commencent tout doucement, mais pas les autres professions, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de soucis quand vous travaillez en équipe, que certains ont des avantages et pas les autres. Enfin, des avantages ou en tout cas des garanties. Mais un médecin généraliste aujourd'hui en France, quand vous allez regarder sa rémunération sur objectif de santé publique, et s'il est dans une maison de santé avec les nouveaux modes de rémunération, il arrive jusqu'à 15% de forfaits et qui sont directement liés au nombre de ses patients. Donc pour un médecin qui a une réflexion d'investisseur, il va se dire j'ai plutôt intérêt à augmenter la quantité de ma population plutôt que de revoir toujours les mêmes patients, bien entendu, et de diminuer le taux de retouche, si on peut appeler ça. Mais ce n'est pas une réflexion du tout dans la formation des médecins. Ouais. Et même moi, quand j'en parle à mes pairs, je passe pour un bizarre. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ce n'est pas dans un modèle de réflexion. À la limite, vous pouvez leur dire tu vas soigner plus de gens, ils auront plus accès aux soins ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout dans la conception. Donc c'est pour ça qu'en Angleterre, effectivement, c'est plus simple, puisque comme c'est capité, même si ça pose d'autres soucis, la capitation, on n'en est pas encore là. Alors en France, je sais que la politique de la CNAM et de M. Revel, c'est plutôt d'aller vers ces éléments-là, et Dieu merci, parce que c'est quelque chose qui va favoriser la réflexion d'investissement des professionnels si la rémunération est plus liée à leur nombre de patients qu'au nombre d'actes pratiqués. Et on revient du coup d'ailleurs là sur la logique de l'impact que ça peut avoir pour les professionnels. Je voudrais peut-être qu'on termine avec ce sujet-là. À votre sens, en quoi est-ce que les métiers vont se transformer demain ? Le médecin, l'infirmière, si effectivement on va vers une industrialisation plus poussée ? La transformation, c'est déjà aussi d'apprendre à travailler de manière complémentaire et ensemble. Et effectivement, faire une capitation sur le parcours de soins, et à ce moment-là, chacun a sa part, et sa part qui est bien définie. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Apprendre à travailler ensemble et apprendre effectivement aussi à utiliser les nouveaux outils, mais dans ce parcours commun. Nous avons inventé déjà de nouveaux métiers, puisque nous avons ce qu'on appelle des coordinateurs santé, qui est un vrai métier qu'on a inventé, qui progresse, qui se développe, avec des coordinateurs seraient presque des directeurs de clinique, entre guillemets, mais on ne va pas dire directeur, parce que tout de même, dans le milieu libéraux, c'est... de parcours. Ouais, mais c'est moins sur le parcours, non, c'est vraiment sur la coordination de l'équipe. Forcer les gens à venir boire un café ensemble, remettre du café dans la cafetière, les emmener à la cantine, les faire rencontrer tellement ils sont pressés. Quoi, il y a tout cet aspect-là, puis aussi préparer des réunions de RCP, RPP chez nous, les protocoles, tous ces éléments-là, et les relations aux institutions. Donc ça, c'est déjà un métier, mais il y en a d'autres qui vont se développer. On va avoir des DSI ambulatoires, on a déjà expérimenté, on continue d'expérimenter ça, parce que les équipes ont besoin d'aide. Et il y aura encore d'autres métiers qui vont arriver, qui sont des métiers qui existent dans l'industrie, des gestionnaires de parcs immobiliers, vous allez avoir des conseillers sur des tas d'éléments, si vous voulez, de stratégie médicale, etc., qui vont se développer. Ça, j'en suis persuadé. Et ça ne changera pas beaucoup le métier. Simplement, le médecin va plus passer en cap décisionnel plutôt qu'en cap d'acteur primaire. Quoi. Voilà. J'imagine que la transformation à la Poste est accompagnée aussi par la création de nouveaux métiers, ou comment ça se passe ? C'est accompagné par la transformation de tous les métiers actuels. Donc, je vous citais le métier de facteur, il se transforme complètement. Donc, de quelqu'un qui avait une sacoche et qui triait, il continue à trier, il a toujours une sacoche, mais il a en même temps un outil numérique. Et en plus, il rend un service à domicile, et en plus, demain, il sera un intégrateur de services. Donc, une transformation des métiers actuels, et puis des tas de métiers nouveaux, que ce soit autour du numérique, autour du colis, autour de services rendus dans les bureaux de poste. Vous voyez que, par exemple, maintenant, c'est nous qui faisons passer de plus en plus le code de la route. Et beaucoup d'autres services qui ne sont pas assurés en qualité et en quantité suffisante actuellement en France, et sur lesquels, parce que nous savons faire des services, et nous savons le faire de manière à la fois, c'est ce que nous essayons de faire, en industriel et en relation personnalisée, nous pouvons les assurer. Et à moindre coût parfois que l'État ou les collectivités locales. C'est là aussi où nous nous positionnons. Mais je voulais dire, nouveaux métiers, nous, par rapport à tous vos métiers, finalement, à travers ce qu'on propose au service à domicile, ce qu'on appelle veiller sur mes parents, on est dans le premier échelon, non pas de la santé, mais de la prévention en amont. Puisqu'on est là pour veiller sur notamment les gens qui ont 90 ans ou plus, dont vous savez qu'ils sont en France à l'heure actuelle 800 000, et demain, ils seront en 2030 à peu près 1 million. Et que bien entendu, ils ne seront pas tous, et il ne faut pas forcément non plus le souhaiter,
en maison collective, en maison de retraite. Hein, donc, pour que vous ne les récupériez pas, ou que les hôpitaux ne les récupèrent pas en urgence trop nombreux, parce qu'on n'aura pas vu venir quelque chose, parce qu'on ne les aura pas entourés au fur et à mesure, et permettre que de la prévention s'assure, interviennent aussi toutes les fois que nécessaire, et du soin, c'est là qu'on intervient. Et c'est un nouveau métier aussi, peut-être dans une chaîne de soins. De santé. De et santé. Finalement, de santé. Le parcours de santé, et vous le montrez bien, la Poste en fait partie, le parcours de santé, c'est tous les acteurs dans le territoire. Et les acteurs de santé, les médecins, les professionnels de santé, eh bien, il faut qu'ils s'ouvrent vers tous ces acteurs et qu'ils discutent avec eux. C'est vrai que moi, je définis de plus en plus notre métier comme un métier d'ingénieur en parcours de soins. Dans nos établissements, en effet, on a créé des cellules d'engineering, en fait, sur la récupération rapide. Qu'est-ce qu'elles font? Ça consiste en effet à réunir les équipes, parce que je vous rejoins aussi complètement, c'est beaucoup sur le travail en équipe que ça se construit, médical, paramédical, administrative, pour décrire quel va être le parcours type du patient, pour établir les données que nous allons recueillir en matière de résultats, ensuite pour les suivre évidemment et partager avec les équipes ces résultats et les moyens de les améliorer. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, un travail technique de coordination. Et avec quel profil du coup dans ces... Alors aujourd'hui, ce sont des profils soignants. On a peu intégré de nouvelles ressources. On requalifie des cadres de santé souvent, alors avec des formations complémentaires sur des formations process, organisation, mais on fait beaucoup en interne par de la promotion interne. Et comment on fait pour répliquer ça à l'échelle de centaines de milliers de personnes sans attendre un plein renouvellement de génération? Comment est-ce qu'on fait en sorte, comment est-ce qu'on peut essayer d'accélérer ces transitions-là? Ouais. Alors, je ne sais pas répondre encore une fois pour vous, mais je dirais qu'il ne suffit pas dans une entreprise de le décider, ni de former. Et il faut aussi beaucoup expliquer, beaucoup convaincre, et que chacun de ceux qui va intervenir soit convaincu que c'est utile, qu'il rend un service utile et qu'il soit fier de le rendre. Tant qu'il n'est pas convaincu de cela, tant qu'on ne lui a pas montré, tant qu'il ne l'a pas fait lui-même et qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe de positif par rapport à la personne à laquelle il rend un service, ça ne fonctionne pas très bien. C'est notre et constat, donc, vous pouvez peut-être transposer cela. C'est notre constat aussi dans ces réunions de récupération rapide, c'est-à-dire que quand il y a un partage des résultats avec l'équipe, évidemment, il y a un sentiment d'appartenance, et on passe, comme on le dit avec un peu d'humour de temps en temps chez nous, on passe du tailleur de pierre dans l'équipe au constructeur de cathédrale, parce qu'on a donné du sens aux équipes sur les résultats d'ensemble du parcours patient. Dans les soins primaires, le changement, si vous voulez, il a commencé. On peut considérer qu'il y a entre 10 et 15% des professionnels qui travaillent déjà dans des équipes pluriprofessionnelles, même s'ils ne sont pas à un niveau d'industrialisation comme on pourrait l'imaginer. Sauf que là, on est vraiment face au fossé, quoi. Parce que ceux qu'on a embarqués jusqu'à maintenant, c'était tous les leaders de la profession. Et là, on arrive vraiment à ce que les Américains appellent la early majority, quoi. Et on est vraiment... C'est plus du tout la même chose. Ça va être vraiment le service rendu à ces gens-là. D'où l'industrialisation, cette nécessité aujourd'hui. Si on va chercher ces gens-là, ce ne sera pas avec des discours idéalistes, si vous voulez, de santé publique, d'accessibilité, etc. Ce sont des gens qui sont en équilibre, qui ont une vie qui va bien et qui sont normaux, vous voyez. Et donc cela, il va falloir trouver autre chose. Et c'est la production de services. Il faudrait que l'État s'intéresse à ça, à cette notion de production de services auprès de ces professionnels-là, et en même temps le changement générationnel. Parce que dans les 50 où les vieux gris-gris comme moi, ils seront disparus du système, et ils auront laissé la place à d'autres jeunes qui voient déjà le monde de manière assez différente. Et ça, c'est une chance pour les patients. Bon, écoutez, merci. Moi, ce que je note, c'est que du coup, industrialiser, c'est une nécessité, voire même un devoir moral, à condition de mettre les bonnes notions derrière cette notion d'industrialisation. Et ce que je note aussi, c'est que la discussion qu'on a eue, c'est qu'on est juste à l'inverse de la déshumanisation qu'on a un peu tendance à associer à ce terme d'industrialisation. Merci. Merci.